Salut à toi public, bienvenue dans ce TP où nous allons essayer de déterminer une concentration inconnue d'une solution de sulfate de cuivre en utilisant une photorésistance et une carte à microcontrôleur Arduino. Donc ce TP se présente par une étude de documents préliminaires avec deux documents que nous allons étudier tout de suite pour essayer de comprendre un petit peu comment on va fonctionner. Donc là, concrètement, au lycée, on va avoir deux lasers, un de longueur d'onde 650 nanomètres et un de longueur d'onde 530 nanomètres. Typiquement, dans ce TP-là, tu vas avoir le choix entre les deux. Mais évidemment, tu le devines bien, il n'y en a qu'un seul des deux qui sera adapté. La solution de sulfate de cuivre, comme tu l'as déjà rencontré par le passé, c'est une solution qui est colorée en bleu en milieu aqueux par les ions cuivre 2. On va prendre le document 1. Le document 1 est constitué du cercle chromatique. Ce cercle chromatique, ici, il faut l'interpréter comment? C'est très simple. Si ta solution elle est bleue, comme c'est marqué ici, si ta solution est bleue, ça veut dire qu'elle va absorber la couleur complémentaire aux alentours de 600 nanomètres, à savoir dans l'orangé. Donc quand on regarde les deux lasers que je te propose, on en a un à 650 nanomètres qui sur ce cercle chromatique serait à peu près dans cette zone-là, et un autre à 530 nanomètres. Donc ce que l'on cherche, nous, finalement, c'est à ce que cette lumière du laser soit absorbée. A priori, on peut s'attendre à ce que cette solution de sulfate de cuivre n'absorbe que très peu les radiations à 530 nanomètres, mais par contre, d'après ce cercle chromatique, elle devrait bien absorber les longueurs d'onde de l'ordre de 650 nanomètres. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que nous allons construire une gamme étalon, et plus cette solution sera concentrée, et plus finalement elle va absorber le rayonnement, et finalement on va mesurer cette quantité de lumière, ce flux lumineux qui va sortir de la cuve spectro, et on va utiliser finalement cette différence d'absorption pour essayer de faire une gamme étalon et de déterminer la concentration de notre solution inconnue. Revenons maintenant sur le deuxième document. Donc là on a interprété le premier. Revenons sur le deuxième document. Ce deuxième document est un document qui va détailler la photorésistance. Donc cette photorésistance, c'est un composant, un cristal de semi-conducteur. Un cristal de semi-conducteur, ici, il est au sulfure de cadmium, c'est indiqué dans le document à cet endroit-là. Mais surtout, le plus important à retenir, il y a deux informations là-dedans, c'est que ce cristal va se comporter d'une certaine manière quand il va le recevoir de la lumière. Donc on va lire ici la partie qui est intéressante, je te laisserai mettre en pause pour lire le reste du document. À température constante, même si le cristal semi-conducteur est soumis à une radiation lumineuse, l'énergie apportée par les photons peut suffire à libérer certains électrons utilisés dans les liaisons covalentes entre atomes du cristal. Plus le flux lumineux sera intense, plus le nombre d'électrons disponibles pour assurer la conduction sera grand. Ainsi, la résistance de cette photorésistance est inversement proportionnelle à la lumière au-dessus. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, plus le flux lumineux va être important, plus la résistance va diminuer. Et inversement, plus le flux lumineux sera faible et plus la résistance va augmenter. Et c'est ce que l'on cherche, parce que finalement, on va utiliser un laser 650 nanomètres que notre solution est susceptible d'absorber. Et en fonction de la concentration de celle-ci, elle va absorber plus ou moins. Et donc, la photorésistance qui sera située derrière recevra plus ou moins de lumière. Maintenant, la question se pose, et c'est le deuxième document intéressant dans ce doc 2, c'est finalement la sensibilité de cette photorésistance. Alors, il en existe de plusieurs types, mais ici, on voit que la sensibilité de notre photorésistance est assez importante aux alentours de 650 nanomètres. Ça veut dire que non seulement le laser qu'on utilise est absorbable par notre solution, les radiations sont absorbables, mais en plus, la lumière que la photorésistance va recevoir après avoir traversé cette solution, elle va influencer directement la valeur de cette résistance, puisque à cette longueur d'onde, notre photorésistance y est sensible. Donc on va détailler encore un tout petit peu plus loin le principe du TP. On continue. Donc afin de répondre à la question posée, vous avez à disposition une carte à microcontrôleur. C'est un peu le but de cette manipulation, ça va aussi être d'utiliser cette carte Arduino. Pour cela, nous allons réaliser le schéma électrique suivant. En électronique, c'est un pont diviseur de tension. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, je le décrirai certainement dans une autre vidéo en électricité. Il est constitué d'une alimentation, donc l'alimentation ici est de 5 volts,
Cette alimentation sera assurée par la carte Arduino. Donc on va certainement, c'est pas certainement, on va la brancher sur le 5 volts de l'Arduino ou sur la borne VCC de notre Arduino Uno. D'une photorésistance, le symbole est ici, hein, les deux petites flèches incidentes montrent un flux lumineux, sont censées symboliser un flux lumineux, et une résistance de 470 ohms en série. Dans le cadre de ce travail, l'alimentation c'est 5 volts, c'est la tension UBA, et la mesure sera faite ici, en ce point de potentiel, le point de potentiel C. Concrètement, la carte Arduino va mesurer la tension qu'il y a au bornes de la résistance de 470 ohms, à savoir UCA. Et on souhaite, dans un finalement dans une dernière étape de notre protocole, afficher dans le moniteur série du programme de l'IDE Arduino, afficher dans ce moniteur série la valeur de la tension. Alors, on n'aura pas directement la valeur de la tension, puisqu'ici on va utiliser une broche analogique, et cette broche analogique, comme la carte Arduino fonctionne en 10 bits, on aura une valeur comprise entre 0 et 1023. Donc maintenant on va s'intéresser à quelques révisions d'électricité qui vont être très utiles pour pouvoir comprendre les différents TP et pour pouvoir exploiter cette carte Arduino. Alors pour ces révisions, je ne vais pas trop m'étendre dans cette vidéo, c'est pas le but. L'idéal, ça serait que tu ailles voir d'autres vidéos dont je vais te mettre le lien dans la description, qui parlent de la loi d'Ohm, de la loi des mailles et de la loi des nœuds. Donc la loi d'Ohm, elle lie la résistance d'un conducteur ohmique, une résistance typiquement, à l'intensité du courant qui la traverse, exprimée en ampères, et à la tension à ses bornes, exprimée en volts. Donc cette loi d'Ohm que tu as certainement vue par le passé, c'est la tension aux bornes de ce dipôle ohmique est égale à la valeur de sa résistance exprimée en ohm fois l'intensité exprimée en ampères. Ici, la tension U est marquée en majuscule parce qu'elle est constante, l'intensité I est marquée en majuscule parce qu'elle est considérée comme constante. La loi des mailles. Donc les mailles, souvent en classe, je vais considérer ça comme une boucle. Donc, tu vois, ici, j'ai dessiné des boucles sur le petit schéma, histoire que tu puisses te repérer. Donc, on va chercher à faire des boucles. Nous, dans notre circuit, c'est un circuit en série, donc une boucle, il n'y en a qu'une. Hein. On va partir du générateur, on va aller au point de potentiel B, puis le C, puis le A, et puis on va revenir au niveau du générateur. Donc, la somme des tensions fléchées dans le sens du parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens. Concrètement, moi, je préfère l'exprimer comme ça. On part de la masse au niveau de notre alimentation. On va prendre la tension UBA, donc la tension UBA qui est égale à 5 volts. On est dans le même sens que la flèche. Pour le générateur, la flèche ici est notée en convention générateur. Là, c'est pareil, je t'invite à aller voir les rappels qui seront dans les commentaires ci-dessous. On continue cette maille et on arrive sur la tension aux bornes de la photorésistance qui est notée UBC. Par contre, tu vois, dans notre rotation, on arrive en sens inverse de cette flèche. Cette flèche qui est affectée à la tension aux bornes de cette photorésistance est en convention récepteur. On est en sens inverse, donc on va la compter négativement. C'est pour ça que ici, j'ai marqué moins UBC. Je continue ma maille, je descends ici et je me retrouve à sens inverse de la flèche qui modélise la tension UCA aux bornes de cette résistance de 470 ohms. Donc comme je passe en sens inverse, je vais le noter négativement. Moins UCA est égal à 0. Donc après, ça va te permettre de faire des calculs. La loi des nœuds. Alors, dans notre cas ici, on ne va pas l'utiliser. Ceci dit, je t'invite à la revoir quand même. Donc la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud c'est un carrefour entre guillemets en électricité, est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Donc on va utiliser certaines de ces relations pour montrer que finalement, dans le cadre de notre TP, la tension qui va être mesurée aux bornes de cette résistance de 470 ohms va dépendre de la résistance de la photorésistance. Et je te rappelle, c'est ce qu'on a vu, cette résistance de la photorésistance dépend du flux lumineux qu'elle va recevoir. Allez, on poursuit. D'après la loi d'Ohm. Donc d'après la loi d'Ohm, la tension UBA, donc la tension aux bornes du générateur, ça va être égal à la somme des résistances montées en série fois l'intensité. Ça, c'est la loi d'Ohm. Je vais isoler l'intensité. Donc j'ai I est égal à UBA sur la somme des deux intensités. Donc concrètement, l'intensité du courant qui va circuler dans qui va traverser notre circuit en série
ben, elle est égale au quotient de la tension borne du générateur sur la somme des résistances, parce qu'elles sont montées en série. Donc maintenant, on va appliquer cette même loi d'Ohm aux bornes de cette résistance. Donc on y va. UCA, la tension aux bornes de cette résistance, est égale à la valeur de cette résistance, à savoir 470 ohms, fois I. Or, I, on a déterminé que c'était UBA sur la résistance de la photorésistance plus R. Donc je remplace finalement le I ici par l'expression qu'on a trouvée, et ça me donne UCA qui est égal à R fois UBA sur la résistance de la photorésistance plus R. Et là c'est gagné parce que regarde, la valeur de la résistance ici, 470 ohms, elle est fixe. UBA, c'est la tension fournie par notre carte à microcontrôleur Arduino, elle est de 5 volts, elle est fixe. Par contre, la résistance de la photorésistance ici, elle va varier en fonction du flux lumineux. Donc, on peut s'attendre à avoir des valeurs de tension différentes en fonction du flux lumineux reçu par cette photorésistance. Donc ça, c'est tout gagné pour nous et c'est exactement ce que l'on veut. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on va brancher cette carte Arduino pour pouvoir faire le montage. Alors, la carte Arduino ici, elle présente des bornes, notamment une borne 5 volts, qui va permettre d'alimenter notre montage. Une borne 5 volts, la masse, donc finalement j'ai le point de potentiel 5 volts qui est ici, qui est aussi modélisé par le point B, et la masse qui est là. Donc il va falloir relier ça sur notre carte de prototypage, qu'on appelle aussi breadboard, pour alimenter finalement la photorésistance. Donc le montage il est le suivant. Je vais peut-être zoomer encore un petit peu dessus. Hop là, voilà mon schéma. Voilà. Donc ici, on alimente avec la borne VCC, si tu as un shield de Grove, ou la borne 5 volts, on va alimenter la ligne d'alimentation ici, parce que tous les petits points qui sont sur cette ligne-là sont tous équipotentiels, ils ont tous la même tension, donc ils seront tous à une tension de 5 volts. Donc, l'intensité va partir de ma carte Arduino, va traverser le fil, va traverser tout le câblage électrique qui est caché sous la carte de prototypage, va circuler dans notre photorésistance. Ensuite, on arrive à cet endroit-là, on va traverser, je ne parle pas volontairement du câble bleu, je vais en parler après, on va traverser cette résistance de 470 ohms, ici tous les points sont reliés, et on va retourner à la masse. Donc si je reviens sur le schéma précédent, si je fais le trajet en rouge ici, voilà, tac, ça va suivre les petits points qui sont tous alignés, ça va traverser, l'intensité va traverser, le courant va traverser notre photorésistance, traverser le conducteur ohmique, la résistance de 470 ohms, et revenir à la masse. Donc si je fais ce trajet, finalement, on a fait ça. Voilà, très bien. Sauf que il faut également brancher un point de mesure. Et le point de mesure qui est demandé ici, c'est la broche analogique A0, qui est au point de potentiel C, situé entre la photorésistance et la résistance. Donc je vais brancher un câble qui va partir de ce point-là, donc avant de rentrer dans la résistance de 470 ohms, et je vais le relier à la borne analogique A0. Donc ça, c'est pour le branchement de notre carte Arduino. Maintenant, on souhaite lire finalement la valeur de tension qui est ici. Donc on va rentrer dans le code que l'on va injecter à l'intérieur du microcontrôleur. Donc là, je sors de ma présentation de diaporama et je vais chercher le code. Donc décrivons un tout petit peu ce code. La première des choses à faire, ça va être de brancher ta carte Arduino Uno sur le port USB. Tu vas dans l'onglet Outils, type de carte, et ici, on va choisir une Arduino Uno. Voilà, là, elle est sélectionnée, très bien. Deuxième étape à ne pas oublier, il faut vérifier sur quel port USB est branchée la carte Arduino. Donc, je retourne dans Outils, je vais dans le port COM. Ici, je vais sélectionner le port COM 4, et je vérifie en bas à droite ici que la carte Arduino est bien branchée sur le port COM 4. Maintenant, détaillons ensemble ce code. Void Setup. Ici, c'est le setup. C'est finalement tous les réglages préliminaires où on va déclarer finalement les pins qui vont être en entrée ou en sortie. Notre pin A0 qui va mesurer la tension, lui, il a besoin d'une information. C'est l'information de tension qui va rentrer dans ce pin-là. Donc, on va déclarer pin mode. Le pin mode A0, donc on dit lequel, il est en mode input. Ça veut dire en mode entrée. Donc, il va attendre des données. Il va lire ce pin-là. Dans la boucle,
dans la boucle ici, on a un serial begin 9600. Ça, c'est pour le moniteur série, parce que notre programme doit afficher dans le moniteur série la valeur que l'on va lire. Alors, je te rappelle, le 9600 ici, dans le moniteur série. Alors, le moniteur série, tu vas le trouver en haut à droite, à cet endroit-là. Et il va falloir régler la vitesse de transfert des informations entre ta carte Arduino et ton moniteur série. Alors là, ça m'affiche un ancien code. Bon, ça me met du coucou, mais c'est pas ce que l'on devrait obtenir avec ce code-là. Donc là, on le met à 9600 baud. Très bien. On continue. Donc là, j'ai initialisé le port série et notre carte Arduino va pouvoir faire les mesures. Serial println. Là, je dis, je vais écrire dans le port série, donc dans la petite fenêtre que j'ai ouverte tout à l'heure, la lecture du port analogique à 0. Et je vais attendre une seconde. Je te rappelle, la valeur qui est à l'intérieur ici est exprimée en millisecondes. Donc là, il ne reste plus qu'une dernière étape avant de pouvoir démarrer la manipulation. Ça va être de vérifier le sketch. Donc je clique sur la petite coche qui est ici. On va vérifier le sketch. Donc on attend ici que la barre de progression soit à son maximal. On vérifie notre sketch et si tout apparaît en blanc dans le bandeau noir en bas, c'est qu'on n'a pas fait d'erreur. Attention à ne pas oublier sur la syntaxe, par exemple, les points-virgules à la fin de chacune de tes instructions, à chacune de tes lignes de commande. Voilà, donc a priori ici tout est bon, il n'y a pas de lignes rouges qui apparaissent. Donc la compilation valide mon programme. Et je vais maintenant téléverser ce programme dans ma carte à microcontrôleur. Donc là, je clique sur la petite flèche ici. De nouveau, on va avoir une barre de progression. Et nous allons nous retrouver maintenant en salle de TP pour voir comment est-ce qu'on va effectuer cette manipulation. On passe maintenant sur l'aspect pratique de cette manipulation. Donc on a ici le laser à 650 nanomètres. On a notre gamme étalon de sulfate de cuivre. On a ici une cuve avec le solvant qui est de l'eau. Ça va nous permettre de faire le blanc. Donc la première des mesures que l'on va faire, c'est justement la mesure de la résistance de cette photorésistance avec le blanc, pour pouvoir le soustraire après lors de l'exploitation numérique des résultats. Alors vous remarquerez quand même qu'on a fait très attention au fait que le faisceau soit bien perpendiculaire à la cuve spectro, afin que les mesures soient faites dans les mêmes conditions pour chacune des différentes cuves. Donc pour lire la valeur, on ouvre le moniteur série sur l'ordinateur. Le moniteur série que l'on a paramétré à 9600 baud comme dans le code Arduino. Et on lit ici une valeur à 570. Ça, c'est une sortie analogique qui est comprise entre 0 et 1023, comme j'ai pu le décrire dans d'autres vidéos. Donc là, les cuves ont été préparées avec des dissolutions d'une solution mère. Donc ici, on a 2 dixièmes de la concentration de la solution mère, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 8 dixièmes, et on a la solution mère de sulfate de cuivre à 5, 10-1 mol par litre. Donc les mesures vont s'effectuer comme ceci. On fait coulisser notre support et on veille à bien avoir un faisceau perpendiculaire à la surface de notre cuve. De la même manière, on fait attention à ce que chacune des faces des cuves soit bien propre, qu'il n'y ait pas de rayures, parce qu'une rayure finalement pourrait dévier le faisceau lumineux du laser et irradier un tout petit peu moins la photorésistance et donc modifier la valeur que l'on cherche. Donc on fait la première mesure. Là sur le moniteur série, on trouve une valeur de 483 sur 1023. Donc on va la noter et ensuite on fera notre droite d'étalonnage pour déterminer la solution inconnue. Donc la solution inconnue, c'est celle qui est ici. On va mesurer maintenant la valeur pour cette solution inconnue. Donc je décale, voilà, je décale le petit support et on lit ici une valeur de 270, 266. Alors l'idéal, ça serait de faire une moyenne ou d'attendre un petit peu pour vérifier la reproductibilité de la mesure. Donc là, on a à peu près fait le tour de notre démarche. Alors évidemment, les mesures que je vais vous présenter après dans l'exploitation ont été faites dans le noir. Donc on a fermé les volets et on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de variation de lumière extérieure. Parce que effectivement, si je commence à mettre ma main à proximité
de la photorésistance, je vais faire varier le flux lumineux venant de l'extérieur et donc influencer la mesure. Donc pour être plus précis, et notamment en TP, ce serait bien de mettre un petit torchon au-dessus pour essayer d'éviter de perturber la mesure avec quelqu'un qui passerait à proximité de la photorésistance. Bon, terminons maintenant cette vidéo sur le dernier aspect théorique pour la réalisation des dilutions des différentes solutions que tu as pu voir dans les cubes spectraux. Pour cela, on va utiliser deux burettes, une contenant une solution mère de sulfate de cuivre de concentration 5-10-1 mol par litre et une contenant de l'eau distillée. Toutes les solutions phi que nous allons préparer ont un volume de 10 ml. Et pour préparer par exemple une solution phi dont la concentration serait de 8 dixièmes de celle de la concentration mère, eh bien on va introduire à l'aide de cette burette-là 8 ml de solution mère à 5-10-1 mol par litre et ajouter dans ce même tube à essai 2 ml d'eau. En dessous, ici, j'ai rajouté les valeurs lues par le convertisseur analogique du microcontrôleur. Convertisseur analogique, c'est celui qui va transformer cette tension de 5 volts en finalement un numéro compris entre 0 et 1023. Donc ici, on est à 117. Donc la concentration mère, c'est la solution la plus concentrée, donc c'est celle qui finalement va laisser passer le moins de lumière. S'il y a moins de lumière, la résistance de la photorésistance est plus importante, l'intensité est plus faible, et donc la tension mesurée au borne de la résistance de 470 ohms est plus faible que dans le cas d'une solution beaucoup plus diluée qui laisserait passer la lumière, qui donc diminuerait la résistance de la photorésistance et augmenterait l'intensité du courant traversant cette résistance R de 470 ohms et donc la tension à ces bornes en résonnant par la loi d'Ohm. Donc ça c'est pour les différentes valeurs. Ensuite il ne reste plus qu'à rentrer cette droite d'étalonnage donc de la valeur lue par le convertisseur analogique fonction de la concentration et de mesurer finalement la valeur lue par le convertisseur pour notre solution inconnue. Donc concrètement ici, je vais zoomer un tout petit peu sur la valeur, voilà, j'ai mis un pointeur sur la courbe, la valeur lue était je crois de l'ordre de 212, ce qui nous donne ici une concentration de 0,35, à peu près 0,35 mol par litre, ce qui est très proche de la valeur théorique de la concentration qui était préparée. Donc après, effectivement, sur le TP, il serait opportun de faire un calcul d'écart relatif et de disserter sur la précision de la mesure, mais ça, on l'a déjà fait sur l'aspect pratique que j'ai décrit un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce TP, et je te dis à très bientôt sur la chaîne.